Bonjour tout le monde, mon nom est Pierre-Olivier Pinault, il est 11 heures. J'aime débuter les activités à l'heure. Pour les terminer à l'heure, on va terminer à midi. Je vais présenter ce webinaire, mais je vais d'abord laisser Harold Côté faire le mot d'ouverture. Harold est directeur général à la direction générale de la gouvernance de la transition climatique et énergétique au Bureau de la transition climatique et énergétique du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Merci Harold d'être avec nous. Si tu veux prendre la parole. Oui, ben merci Pierre-Olivier. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire sur la présentation du rapport sur le financement de l'efficacité énergétique. C'est le fruit d'une collaboration de longue date avec la chaire de gestion du secteur de l'énergie, puis on est particulièrement fiers d'associer à cet événement-là. C'est déjà le septième atelier thématique qui est organisé depuis la signature de l'entente de partenariat avec la chaire de gestion. Donc, c'est comme quoi les choses se déroulent particulièrement bien. Ces ateliers-là, ça constitue des occasions uniques de partage de connaissances puis de réflexion collective les différents acteurs publics et privés du secteur de l'énergie, puis sont particulièrement précieux là, pour le gouvernement du Québec, car ils permettent là, de favoriser l'émergence de visions communes, de trouver des pistes de solutions aux enjeux liés à la transition énergétique. Puis à cet effet, ben, l'atelier du 2 mai dernier a permis de réunir là, pas moins d'une quarantaine d'experts issus tantôt du milieu universitaire, du milieu gouvernemental, du secteur privé, du secteur associatif. Moi, j'ai particulièrement apprécié la dimension humaine de cet atelier-là. Pas trop de personnes dans un environnement qui était favorable au dialogue, à avoir des discussions franches, sans fil, puis à trouver des solutions innovantes dans un contexte économique qui n'est pas toujours propice. Euh, Parce que vous le savez, le financement de l'efficacité énergétique, là, ça pose un défi de taille présentement pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu des changements importants là, quant à la situation énergétique au Québec dans les dernières années. On est passé d'une situation de surplus à une situation de pénurie. Donc, on doit miser davantage là, sur l'efficacité énergétique. Euh, Dans les derniers mois, la situation économique a aussi particulièrement changé. C'est marqué davantage par des turbulences, de l'incertitude. Donc, c'est un défi de taille là, si on veut canaliser davantage des investissements plus importants en efficacité énergétique. Et puis, ben, du côté du gouvernement, on gère des programmes qui sont destinés à l'efficacité énergétique. Ces programmes-là ont des besoins sans cesse grandissants. Donc, ça nous prend des sources de revenus. Alors, malgré tous ces défis-là, ben, l'atelier du 2 mai dernier a permis de mieux comprendre la réalité de l'ensemble des acteurs, de dégager des pistes d'action concrètes pour améliorer l'offre de financement en efficacité énergétique. Puis, à cet effet, ben, vous allez le voir dans la présentation de Pierre-Olivier, l'enjeu du financement, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est aussi comment on peut mieux coordonner une combinaison d'outils financiers, tantôt réglementaires, tantôt d'accompagnement, de signaux économiques pour accélérer les efforts du Québec dans la transition énergétique. Donc, en conclusion, j'espère que la présentation va permettre de faire percoler davantage les constats et les recommandations qui sont ressorties de l'atelier au sein d'un plus grand nombre d'acteurs de l'écosystème et puis, qui sait, là, de faire naître peut-être des nouvelles initiatives pour accroître puis améliorer le financement de l'efficacité énergétique au Québec. Alors, ben, je vous souhaite bonne présentation, puis je te cède la parole, Pierre-Olivier. Merci beaucoup Harold. Harold reste avec nous et je vais faire la présentation et à la fin de la présentation, on va regarder les 20 dernières minutes du webinaire pour une période de questions et de réponses dans la mesure où il y a des réponses qu'on peut fournir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire. En bas de votre écran, vous devez avoir un icône questions et réponses. Et vous pouvez écrire vos questions. Nous, on les reçoit de notre côté. On peut les lire et on va les lire vers la fin du webinaire. Donc, je vais présenter nos résultats, mais je vais commencer par des remerciements. Premièrement, à John Whitmore, ma collègue à la chaire,
qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a énormément contribué à ce rapport. Évidemment, le gouvernement du Québec nous a est un partenaire financier et un partenaire d'organisation centrale. On a plusieurs collaborateurs, dont Harold et Victor Langlois de son équipe, et on a bénéficié d'une grande liste de conférenciers. Je vais revenir sur ces conférenciers un peu plus tard dans la présentation, mais j'aimerais remercier toutes ces personnes-là et tous les participants de l'atelier qui se sont déplacés le 2 mai dernier, une quarantaine de personnes, comme Harold nous l'a déjà dit. Le plan de la présentation aujourd'hui, c'est de commencer avec en expliquant le contexte et le mandat de l'atelier. Qu'est-ce qu'on voulait obtenir et dans quel contexte ça se faisait. Je vais faire un bref aperçu des conférences, de la conférence de cadrage et des différents éléments qui ont été présentés. On a eu des belles présentations. Toutes les présentations qui ont été faites sont disponibles sur le site web, sur lequel vous pouvez télécharger le rapport. En fait, le site web, il est, je vais vous le donner un peu plus tard. Là, en fait, dans la prochaine diapositive, il est là. Le cœur de ma présentation, ça va être les constats et les pistes d'action. On a 26 constats et pistes d'action. Donc, on va essayer de les décrire. Ça, c'est une synthèse que Johan et moi avons réalisée pour synthétiser ce qui s'est dit dans les différentes tables de discussion. On a eu 5 tables de discussion où les 40, 45 personnes ont pu partager leurs idées sur différents sujets. Donc, évidemment, ce n'est pas forcément que des consensus, mais il y a quand même des pistes d'action et certaines convergences sur certains éléments. Et il y aura une petite conclusion suivie d'une période de questions. Donc l'atelier, on vous l'a dit, et tout le rapport peut être téléchargé à l'adresse que vous voyez en bas de votre écran. Il y a toutes les présentations qui ont été faites, comme je vous le disais, sont aussi disponibles sur ce site-là. On avait 12 conférenciers, 5 tables rondes, 8 grandes questions que je vais vous présenter immédiatement. Notre mandat ici et l'objectif général, c'était d'identifier les solutions de financement pour renforcer le rôle de l'efficacité énergétique dans la décarbonation de l'économie québécoise. Euh, on pourrait dire jusqu'à un certain point qu'on n'a pas atteint exactement cet objectif parce qu'on n'aura pas exactement les solutions de financement parfaites, mais on a beaucoup d'éléments qui devraient nous aider à mieux concevoir le financement. Et comme encore une fois, Harold l'a dit, ce n'est pas qu'une question de sous, c'est aussi une question d'encadrement. Donc, on avait dans les tables rondes 8 thématiques sur lesquelles on demandait à ces participants qui sont vraiment issus de tous les milieux, de la pratique de la finance, quelques universitaires, mais vous en faites pas, pas trop d'universitaires aux tables rondes, mais vraiment des gens qui sont sur le terrain. Et donc, pour parler de évaluer l'offre de financement actuelle, quelles seraient les conditions gagnantes pour que ça fonctionne, un meilleur financement et que l'efficacité énergétique puisse vraiment être déployée avec plus grand succès encore? Quelles sont les options pour un meilleur encadrement de l'efficacité énergétique? Euh, on a fait un tour d'aperçu des innovations en financement, un état de connaissance, un état des connaissances et des données, parce que les données, évidemment, sont toujours nécessaires et on va en parler pour justement s'assurer de bien faire les choses. Un peu d'éco-fiscalité, de la gouvernance et aussi une approche à la concertation. Il faut qu'on réussisse à se parler, à échanger des informations, des meilleures pratiques. Et pour ça, il faut qu'on ait une meilleure concertation. Donc, on aura des pistes de solutions, pistes d'action sur chacune de ces thématiques-là. Avant de rentrer, faisons un petit peu un tour de contexte pour nous rappeler par exemple, qu'on a des objectifs de décarbonation au Québec. Et ici, vous voyez à la fois la trajectoire d'émissions de 1990 à 2022 de nos émissions de gaz à effet de serre. Et vous voyez les cibles, la cible de 2020, la cible de 2030 qui est à 53 millions de tonnes, la cible de carboneutralité en 2050 qui serait, c'est marqué à 0 million de tonnes. Ça, c'est carboneutre. Évidemment, il y aura tout le monde sait que même si on atteignait d'immenses réductions, il resterait quand même des émissions qui pourraient être compensées par ailleurs. Mais ce qu'on peut observer dans les différentes tendances, c'est que malheureusement, on n'atteint pas nos cibles. En 2020, grâce à la COVID et grâce au flux net des droits d'émission sur le marché du carbone, on a pu dépasser notre cible qui était être moins 20%
sous le niveau de 1990, donc on était en dessous. Mais évidemment, c'est remonté après et on n'est pas, on n'atteint pas nos cibles. Et pour décarboner, évidemment, il va falloir réduire nos émissions de gaz à effet de serre qui viennent essentiellement du secteur de l'énergie. Et donc, il faut faire cette transition énergétique pour pouvoir décarboner. Et l'efficacité énergétique fait partie des trois piliers du plan pour une économie verte et dans le plan de mise en œuvre, le plus récent plan de mise en œuvre du plan pour une économie verte 2030. La sobriété, l'efficacité et la conversion énergétique sont les trois piliers sur lesquels doivent reposer nos actions. Donc oui, on va électrifier, donc ça c'est de la conversion énergétique, mais l'efficacité et la sobriété doivent aussi être des parties prenantes de notre action. On est dans un contexte où la vente d'hydrocarbures ces 30 dernières années n'a pas vraiment diminué. En fait, on a connu en 2024 une légère diminution avec des nouvelles statistiques là qui sont en fait très récemment, je pense il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, Statistique Canada a sorti la consommation, les ventes totales de produits d'essence et de diesel dans les provinces pour 2024. On a une légère baisse, donc ce qui est positif, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de baisse, à part pour la COVID, qui était une baisse malheureusement artificielle. Et on a un contexte aussi de prix qui sont relativement bas, les prix de l'énergie sont relativement bas, et ça, on va le voir, et ça va être un élément récurrent dans plusieurs des constats, ce n'est pas favorable à l'efficacité énergétique. Si on fait un petit état des lieux de la gouvernance des derniers, là, je ne vais pas en parler longtemps, mais si on remonte même à une cinquantaine d'années, on avait déjà un bureau des économies d'énergie en 1977 qui est devenu la direction de l'efficacité énergétique, qui est devenu une agence de l'efficacité énergétique au Québec. Ce n'est pas nouveau qu'on parle d'efficacité énergétique, d'économie d'énergie, mais comme vous le voyez, il y a eu beaucoup de changements au fil des ans. Transition énergétique Québec a été créé en 2016. Il y a eu un plan directeur qui devait être notre plan directeur de la transition énergétique en 2018, mais Transition énergétique Québec a été aboli en 2020. Ça a été rapatrié au MERN. Le MERN a par la suite changé de vocation et le secteur énergie a été scindé entre le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, la faune et les parcs et le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie. Donc, il y a eu des réorganisations et ça nous amène au nouvel espoir d'avoir une certaine gouvernance ou vision long terme de notre transition à travers le plan de gestion intégré des ressources énergétiques qui est à venir, évidemment, qu'on devrait, en théorie, voir le 1er avril 2026 qui fait partie du projet de loi 69, qui doit inclure les éléments de sobriété et d'efficacité énergétique. Le projet de loi 69 est devenu la loi 24. Et donc, dans la loi 24, c'est clair que dans le PGIR, ce plan de gestion intégré des ressources énergétiques, les notions d'efficacité énergétique sont très importantes, voire même centrales. Donc, on a une gouvernance ces dernières années qui a subi différentes modifications. On n'a pas une continuité comme, en fait, on va le voir, est souhaité par plusieurs. Euh, et dans l'état des lieux, donc en termes de financement, les dépenses en efficacité énergétique ne représentent que 1% des dépenses énergétiques. C'est une estimée, c'est l'estimé qu'on a trouvé, alors que dans d'autres juridictions, on peut aller jusqu'à 7% de dépenses. Donc on est peut-être en retard dans nos dépenses en efficacité énergétique. On utilise beaucoup des subventions pour favoriser l'efficacité énergétique, davantage que des mesures réglementaires ou écofiscales. Les principales sources de financement sont les différents programmes financés par le Fonds d'électrification et de changement climatique, qui est le fonds qui reçoit l'essence, qui reçoit tous les dollars du marché du carbone, du SPED. Et il y a aussi la quote-part les distributeurs d'énergie, Énergie, Enbridge Gas Québec et Hydro-Québec versent au gouvernement du Québec. Et donc, ça fait une deuxième source d'argent des distributeurs au gouvernement pour alimenter des programmes de décarbonation et d'efficacité énergétique. Il y a évidemment aussi les offres des distributeurs qui sont financées à même les tarifs. Par distributeur, on entend évidemment Hydro-Québec, Énergie, Enbridge Gas Québec. Et on a aussi des programmes du gouvernement fédéral, différents programmes qui existent et auxquels autant les particuliers que des entreprises peuvent avoir accès à ces programmes-là.
Et on a aussi dans l'état des lieux qu'on peut faire rapidement différents mécanismes de financement innovants. Il y a des choses qui se passent déjà en termes d'innovation du financement. On peut mentionner, puis on va revenir un petit peu sur certaines innovations. La SOFIAC, la Société de financement et d'accompagnement en performance énergétique, sur laquelle je vais revenir dans une ou deux diapositives. C'est quelque chose d'innovant que le Fonds d'action et Desjardins et d'autres ont mis en place. Le fonds Éco-Leader, il y a les obligations vertes du Québec qui existent, il y a le fonds municipal vert qui permet à travers les municipalités d'avoir accès à différents programmes. Et il y a les fédérations municipales, Fédération des municipalités canadiennes, qui met de l'avant les programmes PACE, Assessed Clean Energy. Au Québec, c'est un peu Écohabitation qui se fait le porte-parole de ces programmes-là. Au niveau résidentiel, donc c'est des mécanismes innovants qui peuvent permettre de financer l'efficacité énergétique de nouvelles manières. Donc, il y a des innovations, ça fait partie de l'état des lieux. Évidemment, il faut réussir à faire une synthèse de tout ça et à savoir comment bouger. Alors, ce qu'on a fait à notre présentation, à notre journée du 2 mai, c'est on a débuté par différentes conférences de cadrage. Alors, je ne vais pas vous refaire toutes ces conférences de cadrage parce que chaque personne avait une dizaine de diapositives à présenter. Simplement pour vous dire que bon, j'ai dit quelques mots, Harold Côté a dit quelques mots, Hydro-Québec est venu et Josiane Fortin a présenté les programmes extrêmement musclés que Hydro-Québec commence à déployer et met de l'avant pour justement son offre d'efficacité énergétique parce que les ambitions d'Hydro-Québec sont très grandes. Ils veulent atteindre 21 TWh d'économie d'énergie, ce qui est un chiffre véritablement ambitieux. Donc, Hydro-Québec se mobilise pour mettre en place différents éléments. Donc, on a vu ces éléments-là. Il y a Jean-François Tremblay du Conseil québécois des entreprises en efficacité énergétique, le CQ3E, qui est venu présenter la perspective des fournisseurs de services pour justement mettre en place l'efficacité énergétique. C'est souvent des firmes de génie conseil en efficacité énergétique ou qui font des travaux en efficacité énergétique. Et donc, de leur côté, donc, il y a vraiment une distinction qui est faite du côté du secteur institutionnel et public et les entreprises privées. Et il a bien souligné que d'un côté, du côté public, des institutions publiques, il y avait une idée, un concept d'exemplarité de l'État qui malheureusement avait du mal à être déployé parce que le financement dans le secteur public est difficile. Et du côté des entreprises privées, les taux de retour sur l'investissement étant très exigeants. Si on a des projets qui se rentabilisent en plus que 3 ou 5 ans, souvent c'est trop long pour l'entreprise privée. Et donc, c'est des projets qui pourraient être rentables, mais sur des périodes de plus de 5 ans et qui ne se font pas. Donc, c'est un petit peu le message de Jean-François Tremblay à ce niveau-là. Euh, on avait les consommateurs d'énergie, les consommateurs industriels de gaz avec Nazim Sabah qui est venu, Nazim, pour nous dire qu'il fallait faire des programmes pour les consommateurs industriels qui sont adaptés aux circonstances des industries. Toutes les industries sont dans des contextes très différents, très grande variabilité, et donc c'est très difficile de trouver un programme qui va convenir à tout le monde. Il faut être en mesure de faire des accompagnements et de comprendre la situation de chaque industrie. Isabelle Demers de l'APCHQ, qui est l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, qui parlait un petit peu pour les consommateurs résidentiels dans leur maison, dans nos maisons à nous, qui disait qu'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient être faites, qu'il y avait un grand potentiel d'efficacité énergétique dans les maisons et que la PCHQ, qui fait des rénovations chez les particuliers, était engagée et très intéressée à développer ce potentiel-là. Mais évidemment, il faut qu'il y ait un cadre qui soit soutenant pour que les travailleurs de la construction et de la rénovation, les contracteurs, puissent proposer leurs services et déployer ces services-là. Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément à la première chose à laquelle on pense en tant que consommateur résidentiel. Souvent, on préfère faire refaire sa salle de bain, sa cuisine, plutôt que d'isoler son sous-sol ou refaire changer les fenêtres. Donc, c'est des choses qu'il faudrait évidemment modifier si on voulait aller vers une plus grande efficacité énergétique. On a eu la perspective financière de Jean-Michel Champagne qui est chez Desjardins et qui nous a un petit peu donné le son de cloche
de Desjardins et de l'implication que Desjardins pourrait avoir dans l'efficacité énergétique et le financement de cette efficacité énergétique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que oui, les institutions financières peuvent être là, sont là, mais évidemment, elles ne sont pas parfaitement outillées et n'ont pas encore la base de connaissances nécessaire pour savoir quand intervenir, comment soutenir, parce qu'il y a cet enjeu des données. Il faut évidemment que il y ait un retour sur l'investissement et qu'on sache qu'est-ce qui va être économisé et que ça soit fiable comme données. Donc, les données sont, l'enjeu des données a surgi à travers la présentation de Jean-Michel, entre autres. Geneviève Gauthier, directrice nationale chez Econolair, nous a un petit peu donné la perspective aussi d'entreprise de services énergétiques pour mentionner qu'il y avait beaucoup de choses à faire, mais encore une fois, il y avait dans le contexte des éléments à travailler. Et ces éléments-là, mais c'est les éléments qu'on clarifie ou qu'on identifie dans dans notre rapport que je vous présente. On a eu Denis Tanguay qui est venu de la Efficiency Evaluation Organization pour nous parler de l'importance d'avoir des protocoles de mesure de l'efficacité énergétique pour que on soit certain que l'efficacité qui est obtenue, les gains d'efficacité soient obtenus, soient parce qu'il n'y a rien de pire que de promettre des résultats, mais de ne pas avoir les résultats. Et il est venu insister donc sur l'importance des protocoles de mesure de l'efficacité énergétique et de la communication de ces gains-là, et que c'était très important d'avoir des protocoles qui assurent la fiabilité de ces mesures de gains d'efficacité énergétique, parce que sinon, comment financer quelque chose qui pourrait ne pas être véritablement livré. Et donc, c'est en fait un préalable extrêmement important. Dans l'innovation des programmes, on a eu plusieurs personnes, notamment Nicolas Turgeon de Investissement Québec, qui est venu présenter les programmes d'Investissement Québec qui sont très intéressants parce qu'en plus de financer, ils offrent un accompagnement, une expertise pour des consommateurs industriels. Donc, dans cette innovation-là, on l'a dit, c'est pas toujours seulement l'argent qui manque, c'est aussi l'accompagnement. Et c'est ce que Investissement Québec, à travers certains programmes, offre. On a une présentation de Pascal Jacques Dumoulin de l'ADEME en France, qui est l'agence pour l'efficacité et je ne me rappelle plus exactement de l'acronyme, mais qui est l'agence d'efficacité énergétique française, présenter les programmes français qui sont déployés. Très intéressant, différents programmes donc, qui sont, je dirais, un petit peu en avance de ce que nous, au Québec, on met de l'avant. Évidemment, le contexte français est dans un contexte avec des prix plus élevés, une nécessité de géopolitique, je dirais, de réduire sa consommation d'énergie un peu plus prenante que ce que nous avons en Amérique du Nord. Mais c'est intéressant comme source d'inspiration de voir ce qui se passe ailleurs. Finalement, on a eu Rachel Deslauriers de la Fédération des municipalités canadiennes qui est venue présenter notamment le Fonds municipal vert et l'offre de services qu'il y a à travers ce Fonds municipal vert. Différents programmes fort intéressants qui pourraient être multipliés. Et à travers les municipalités, on peut déployer différentes programmes d'efficacité énergétique parce que les municipalités ont un pouvoir de taxation, connaissent bien les bâtiments parce qu'évidemment, l'essentiel de la taxation municipale, c'est basé sur les actifs fonciers. Ces bâtiments-là sont connus. Si on peut lier la performance énergétique un peu plus à la taxation municipale et financer à travers des différentes taxes, des modulations de taxes, l'innovation énergétique, ça peut être plus facile pour des municipalités d'aller emprunter de l'argent que pour des particuliers ou des entreprises de les financer au cas par cas. Et donc, il pourrait y avoir, et il peut y avoir des programmes qui sont développés. Et finalement, Christian Brosseau, le PDG de la Sofiac, est venu nous présenter l'approche innovante de la Sofiac qui consiste à véritablement investir plutôt en efficacité énergétique dans des entreprises plutôt que de laisser l'investissement aux entreprises. Eux fournissent l'effort financier et la Sofiac se rembourse sur les économies d'énergie à travers des contrats de performance énergétique que des entreprises de services énergétiques garantissent
parce qu'elles ont analysé la situation dans des entreprises, ont établi un potentiel et elles garantissent des résultats qui permettent de financer les efforts d'efficacité énergétique. Donc, c'est un modèle innovant qui fonctionne déjà, qui va se multiplier, ça, qui fait partie des solutions. Mais évidemment, ces solutions, elles sont là. Elles ne sont pas parfaites encore et il faut qu'on enligne un peu plus, qu'on accorde un peu plus nos violons pour que l'orchestre des acteurs de l'efficacité énergétique puisse vraiment déployer leur offre, qui est en fait en grande partie déjà disponible, mais qui n'est pas toujours utilisée ou ouais, assez utilisée. Donc, on rentre dans le cœur de la présentation, nos 26 constats. Donc, il y a 26 constats et pistes d'action. Il y a certains éléments qui se recoupent. Alors, il y aura une certaine redondance, euh, mais il y a quand même des éléments qu'on peut faire. Donc, dans les constats, et les premiers constats sur l'évaluation de l'offre de financement aujourd'hui, mais l'évaluation est mitigée. On ne peut pas dire que tout le monde trouve que l'offre est satisfaisante. En fait, sur les 5 tables, il y en a une table qui disait qu'elle était satisfaisante, mais les autres tables trouvaient que l'offre n'était pas satisfaisante, en grande partie en raison de la complexité de l'offre qui est offerte, parce qu'il n'y a pas de guichet unique, hein. Ce guichet unique va être un élément qui va revenir. Il y a un éparpillement de l'offre, un petit peu comme je vous l'ai mentionné dans le contexte. Vous l'avez vu, il y a plusieurs possibilité d'offres d'efficacité énergétique, de soutien. Et ça peut être problématique pour les consommateurs qui ne savent pas ou les entreprises qui ne savent pas vraiment à quelle porte toquer. L'accès est limité à un financement complémentaire. Souvent, il y a une partie de l'argent qui est disponible, mais pas l'entièreté du financement. Et ça pose problème dans cette offre de financement. On n'a pas accès à suffisamment de financement pour permettre au projet d'aller de l'avant et le manque d'accompagnement, d'expertise, à la fois technique, mais aussi de coordination et de soutien pour amener les entreprises et les consommateurs à bien comprendre le processus et à le faire en minimisant les risques de dérapage, c'est un enjeu. Alors, j'ai déjà mentionné, il y a des choses qui se font, notamment avec Investissement Québec ou à travers la SOFIAC et d'autres en termes d'accompagnement. Et donc, c'est déjà un élément qui commence à être comblé, mais il y a encore un manque perçu flagrant. Il faut plus d'accompagnement pour nous aider, entreprises et consommateurs, à avoir accès à cette offre-là. Évidemment, ça, c'est dans l'offre de financement. Le faible coût de l'énergie au Québec, ça diminue la rentabilité des investissements et c'est une limite à l'investissement, tant pour les ménages que les entreprises. Même si tout le monde se plaint du prix de l'électricité, se plaint du prix de l'essence et du gaz naturel, on se plaint du prix de l'énergie, mais dans le fait est on est privilégié au Québec et en Amérique du Nord et en électricité, c'est au Québec particulièrement avec des prix qui sont bas et qui ne facilitent pas la rentabilisation des investissements. Parce qu'évidemment, quand vous calculez les gains évités, les retours évités avec votre réduction de la consommation, eh bien, ça fait peu de dollars si vous payez au kilowattheure peu de dollars. Et donc, c'est un frein pour le financement, qui n'est pas facile évidemment parce que même si parfois des gens comme moi disent qu'il faudrait augmenter le prix, c'est pas évidemment souhaitable dans tous les contextes et c'est surtout très difficile à réaliser concrètement d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue commercial. Ça peut être très difficile pour des entreprises de faire face à des hausses du prix de l'énergie. Des conditions gagnantes, 5 conditions gagnantes. Évidemment, le signal prix. Le signal prix, c'est pas forcément que un prix plus élevé, même si ça peut faire partie du signal prix. Ça peut être aussi des tarifs qui sont modulés ou différents éléments qui sont modulés. Il y avait aussi un certain consensus, une convergence sur le fait qu'il faut faire un soutien aux clientèles vulnérables et que ça, c'est très bien perçu d'une manière générale, que ce n'est pas parce que les prix évolueraient dans une direction que ça se ferait au détriment des clientèles vulnérables. C'est un message qui est très important, je pense, de répéter parce que, il y a au Québec une compréhension de la situation des clientèles vulnérables et une volonté de ne pas leur imposer davantage de poids, mais que le signal prix doit quand même être utilisé et qu'il y a des manières d'accompagner, de soutenir les clientèles vulnérables. Un deuxième élément, deuxième condition gagnante,
c'est un accompagnement structuré. Donc, c'est ce guichet unique d'information, avoir un parcours client qui est simplifié, un accompagnement personnalisé selon les profils, parce qu'il y a différents profils, évidemment, dans les groupes de consommateurs, mais même dans les consommateurs industriels ou commerciaux, tout le monde n'a pas le même profil de consommation. Donc, il faut vraiment avoir un accompagnement qui soit à la fois simple d'accès, mais qui soit personnalisé. Et ça, évidemment, c'est difficile, mais c'est ce qu'on doit viser d'une manière générale. Il faut aussi qu'il y ait une réglementation qui soit moderne et contraignante. La contrainte, évidemment, elle n'est pas souhaitée par tous, mais c'est quand même un élément qui est revenu régulièrement dans les tables de discussion. C'est que sans contrainte, on ne va pas y arriver. Il faut qu'il y ait des contraintes, des normes de performance, des pratiques obligatoires, soit des audits, la divulgation de cotations de bâtiments, des systèmes de gestion de l'énergie doivent être fortement suggérés, voire imposés pour justement permettre à tout le monde d'avancer sous une certaine contrainte. Évidemment, personne n'aime la contrainte en tant que telle, mais si on doit atteindre nos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, nos objectifs d'efficacité énergétique et devenir plus performants, parce que au-delà de tout ça, il y a la performance énergétique des entreprises, des ménages, qui peut être améliorée, eh bien, il faut qu'il y ait certaines contraintes qui existent. Donc, ça, c'est le point 5 dans nos 26 pistes d'action. Euh, il faut aussi une gouvernance cohérente et prévisible. Et donc, ça, c'est un élément qui est aussi récurrent. Et je vous l'ai dit dans le contexte depuis une cinquantaine d'années. La gouvernance, elle, n'a fait que changer presque tous les 5 ans ou plus des fois. Des gouvernances qui changent, des programmes qui sont là pour des périodes limitées et qui s'en vont. Donc, il faut qu'on ait véritablement une coordination renforcée entre les ordres de gouvernement, mais aussi au sein même d'un même ordre de gouvernement. Donc, il faut que chaque palier de gouvernement soit plus cohérent, plus prévisible, et notamment en stabilité des orientations, stabilité des programmes pour faciliter les investissements. Si on a des programmes, et ça c'est récurrent, des programmes qui sont là pour 2 ans, ça s'arrête, là on ne sait plus où on s'en va, il y a, un- il y a- il y a- il y a- il y a- tous les acteurs sont en attente pendant quelques mois parce que le programme n'a plus de financement ou est suspendu ou n'a pas encore été renouvelé. Et ça, c'est évidemment un problème à la fois de gouvernance et de prévisibilité qui vient casser beaucoup d'élan qui sont donnés en efficacité énergétique. Et finalement, la dernière condition gagnante, une transparence, une valorisation des données, le plus possible, avoir des données sur la performance énergétique, sur la consommation, sur les émissions, des données publiques. Ça ne veut pas dire évidemment de fournir des données confidentielles et les permettre à tout le monde d'y avoir accès, mais de rendre des données de consommation plus largement disponibles pour outiller les acteurs et à permettre une gestion éclairée de la consommation d'énergie et des investissements. Sans données, c'est très difficile de faire des analyses. Et c'est très important. On progresse, je dirais, au Québec avec la valorisation des données, mais très lentement et pas toujours. Mais on progresse et la loi 41 sur la performance environnementale et énergétique des bâtiments que le gouvernement de M. Legault a mis de l'avant est un exemple de progrès, au moins législatif, même si ça ne se traduit pas encore par des divulgations de performance énergétique qui sont encore disponibles. Et le calendrier là, de mise en place est probablement trop lent pour notre objectif de décarbonation, mais c'est malgré tout un pas dans la bonne direction, cette loi 41 sur la performance énergétique des bâtiments. Et on a aussi au niveau de Montréal des efforts qui sont faits sur la divulgation des bâtiments commerciaux. Dans l'encadrement, il faut mettre en place des entités indépendantes qui sont un petit peu liées au point suivant, la dépolitisation de la réglementation de l'énergie et des cibles. Donc, il faut qu'il y ait une indépendance dans le guichet unique euh, pour qu'on ait quelque chose qui soit stable. Ça vient aussi dans la stabilité et la prévisibilité. Mais si on a justement une entité indépendante qui met en place certains programmes ou certains éléments d'information, eh bien, ça va
et ça va aider à l'encadrement. On souhaite aussi qu'elle soit dépolitisée, justement, que ce ne soit pas que des annonces ou qu'on ait l'impression que ce soit pour des fins politiques que certains budgets soient débloqués. Et malheureusement, on a parfois l'impression, que ce soit vrai ou non, mais on a l'impression que certaines annonces de budget sont débloquées plus selon des calendriers électoraux que selon le calendrier de l'efficacité énergétique. Le calendrier de l'efficacité énergétique, il s'étale sur une dizaine d'années. Et on sait les calendriers électoraux sont bien plus courts que ça. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avancer avec des calendriers électoraux quand il s'agit de changements structurels, comme on le vise en efficacité énergétique. Il faut aussi conditionner le financement à la performance énergétique et renforcer les mécanismes tarifaires. Donc, ça, c'est pour un encadrement général, se dire que oui, il y a du financement qui vient, mais il faut que ce soit des performances qui soient au rendez-vous. Donc, ça c'est aussi un thème de conditionnalité des financements à des résultats. Ça, c'est quelque chose qui se dégage aussi beaucoup de, des consultations qu'on a eues. Euh, Dans les sources d'innovation, de financement, j'en ai mentionné quelques-unes, mais dans les bâtiments résidentiels, j'ai mentionné PACE, là, que la Fédération des municipalités canadiennes met de l'avant dans certaines provinces et met de l'avant, voudrait mettre de l'avant au Québec, mais on a au Québec des enjeux réglementaires qui aujourd'hui ne permettent pas complètement le déploiement de ces programmes-là, qui permettent de financer des rénovations résidentielles à travers la municipalité pour soulager les propriétaires de faire les investissements et accompagner les propriétaires de bâtiments dans leur rénovation d'efficacité énergétique. Donc ça vient à la fois euh, accompagner le financement et accompagner, donner une expertise technique qui permet pour les propriétaires résidentiels euh, de faire, d'avancer avec plus de clarté, de certitude. Il y a des options de financement résidentiel on-bill financing, c'est-à-dire on pourrait imaginer qu'on on rembourse un investissement, pas à travers les taxes comme dans le premier élément que je vous ai mentionné, PACE au Québec, mais qu'on rembourse certains éléments d'efficacité énergétique à travers notre facture d'électricité ou de gaz naturel. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le financement sur facture. L'investissement est fait par la compagnie, le distributeur, et on le rembourse à travers la facture. Mais la facture, elle a baissé puisqu'on a fait un effort d'efficacité énergétique. La facture a baissé et la consommation d'énergie a baissé, mais on repaye à travers la facture. Donc, ça serait une possibilité de financement qui a été évoquée. Il y a les hypothèques vertes, des locations d'équipements performants avec services intégrés qui pourraient être faites. Donc, au lieu d'acheter votre équipement performant, il est loué avec les services d'entretien et de maintien et de mesurage pour s'assurer que ça soit fait. Comme nous, on n'est pas comme les entreprises consommateurs et les consommateurs résidentiels ne sont pas forcément des experts, s'il y a de l'accompagnement et justement c'est des locations, mais ça permet de ne pas avoir à se soucier de l'entretien et de la performance de ces équipements-là. On laisse des experts le faire et ça peut, dans certains cas, être utile et dégager le consommateur de la responsabilité de s'assurer que ces équipements fonctionnent. Dans beaucoup de cas, on ne sait pas comment ça fonctionne parce que ce n'est pas notre expertise. Donc, évidemment, la tarification devrait aussi être incitative, notamment au niveau des surconsommateurs. Nous avons au Québec, en électricité et en fait, dans tous les donc pour tous les types d'énergie, des gros consommateurs d'énergie. Tout le monde n'est pas un gros consommateur d'énergie, mais il y en a qui sont des gros consommateurs d'énergie. D'une manière générale, notre société est énergivore et donc on pourrait, au niveau des tarifs, peut-être aller veiller à ce qu'il y ait une certaine pénalité qui soit euh, appliqué à ces grands consommateurs d'énergie. Au niveau des bâtiments commerciaux institutionnels, il y a différents mécanismes qui peuvent être mis en place. Au niveau industriel, j'en ai parlé un petit peu aussi, donc je ne vais pas forcément revenir, mais là vous voyez les éléments. Mais c'est les innovations de la SOFIAC, d'Investissement Québec et d'autres qui pourraient être déployées davantage, soutenues pour s'assurer de mieux répondre aux besoins des consommateurs. Au niveau des connaissances et des données, il faut qu'on ait davantage de données. Donc, trois éléments ici, c'est favoriser la centralisation des données, les structurer, que ça soit accessible. Même au niveau industriel, il faudrait qu'on puisse avoir davantage de données sur la consommation,
de la productivité des sous-secteurs industriels. Ici, évidemment, l'idée n'est pas de rendre publiques des informations confidentielles qui pourraient mettre à mal la position commerciale d'entreprise, mais c'est d'avoir une meilleure idée des sous-secteurs industriels du Québec et de mieux comprendre leurs performances pour les aider. Et en fait, souvent, ça c'est dans tous les processus d'efficacité énergétique, les audits sont primordiaux et on se rend compte que les entreprises ne connaissent pas toujours parfaitement leur propre consommation et que en fait le dicton de Socrate connais-toi toi-même en efficacité énergétique est primordial et si on force les entreprises et les consommateurs à partager leurs données, ils vont mieux se connaître eux-mêmes et vont être mieux à même de découvrir des potentiels d'efficacité énergétique, ce qui est le dernier point de la présentation de cette diapositive ici. Il faut qu'on soit, ces données-là doivent nous permettre de mieux évaluer les potentiels d'efficacité énergétique pour pouvoir en fait mieux aider tout le monde. Et si on a des potentiels qui sont bien connus, bien documentés, ça va être encore plus facile de les financer. Mais pour bien documenter ces potentiels, il faut que les données soient disponibles, il faut que ce soit des données qui soient crédibles, et pour qu'elles soient crédibles, il faut qu'elles soient transparentes. Et si on a ces conditions-là, mais ça va être beaucoup plus facile pour des institutions financières de dire oui, je vais financer, je vais mettre de l'argent là parce que le potentiel, il est là, il est partagé, il est crédible. On ne sera pas dans le noir. Euh, L'écofiscalité, efficacité énergétique, c'est quelque chose qui a été discuté. Il y a beaucoup de gens, incluant moi, mais c'est pas, je vous promets que tous ces constats-là, là, c'est vraiment le groupe ici qui les a élaborés. Il faut des incitatifs fiscaux, il faut une tarification adaptée, un encadrement réglementaire qui renforce l'efficacité énergétique. Donc, il faut mettre de l'avant ces choses-là. Il peut y avoir des critères d'éco-conditionnalité au financement, j'ai déjà un petit peu mentionné. C'est déjà quelque chose qui existe dans le marché du carbone, le SPED, avec les mesures d'aide pour la décarbonation du secteur industriel. Donc, on a ces éléments-là. Il faut renforcer ça pour s'assurer qu'il y ait de l'argent qui vienne, mais que l'argent, il aille pour des améliorations. En termes de gouvernance, on a un peu mentionné, mais pour revenir plus explicitement, il faut mettre l'efficacité énergétique au premier plan du plan pour une économie verte et du PGIR. C'est déjà là-dedans. On n'est pas certain, les participants n'étaient pas convaincus que c'était vraiment au premier plan, même si c'est mentionné. Il faut qu'il y ait une meilleure coordination interinstitutionnelle et entre les différents ordres de gouvernement. On parle dans certains cas de mettre même des budgets carbone et des budgets énergétiques par sous-secteur pour justement s'assurer de pouvoir se dire, ben, on a un budget, on a un plafond, il faut l'optimiser et aller le plus loin possible avec ce plafond-là. Il faut renforcer les leviers économiques et sociaux. Il faut qu'ils soient intégrés au cadre législatif. Donc, tarification intelligente, gestion de demande, c'est un petit peu des éléments qui ont déjà été abordés. Et il faut aussi valoriser l'efficacité énergétique comme un moteur de compétitivité industrielle parce que on n'est pas des consommateurs exemplaires. Peut-être que certains d'entre nous le sont, mais de manière globale au Québec, on est loin d'être exemplaire dans notre consommation d'énergie. Et ça, en fait, c'est une source future de compétitivité. Il faut vraiment pouvoir le documenter, le mettre de l'avant parce qu'on a vraiment des grands progrès à faire en termes de productivité énergétique. Euh, et si vous aimez ce terme, vous allez être content parce qu'on a un rapport qui s'en vient cet automne sur la productivité énergétique, une mise à jour de notre rapport de 2019. Donc, je vais encore en parler dans les semaines à venir et nous allons en parler dans les semaines à venir de productivité énergétique. On arrive à la fin de nos 26. La concertation, c'est très important de cette concertation pour justement que les bonnes pratiques puissent être partagées et qu'on se renforce mutuellement. On pourrait créer des sortes de consommateurs d'énergie anonymes, un petit peu sur le modèle des alcooliques anonymes où on fait des réunions, on se parle et on se dit comment on a fait pour sortir de notre dépendance à notre consommation énergétique. Alors évidemment, je blague un peu quand je parle de ce type de concertation-là, mais malgré tout, il faut trouver des manières que les bonnes nouvelles se partagent à travers soit un organisme indépendant qui coordonne l'efficacité énergétique, donc le guichet unique qui pourrait aussi donner de l'information sur les programmes et le financement, mais aussi sur les histoires de succès.
qui pourrait favoriser cet organisme, la concertation des acteurs à travers des ateliers, des initiatives de gens qui ont des intérêts convergents pour se dire, OK, on va se parler, on va se mettre ensemble, avoir des grappes, on a des grappes industrielles, mais faire des grappes d'efficacité énergétique, de concertation industrielle pour justement parler des meilleures stratégies et que les meilleures pratiques puissent être partagées, même si parfois on a l'impression que les industries sont en concurrence les unes avec les autres, elles ont beaucoup à gagner à adopter les bonnes pratiques que d'autres ont mis en place parce que tout le monde peut être poussé vers le haut. C'est pas à travers une concurrence malsaine et de se tirer dans les pieds qu'on fait progresser le Québec. Au contraire, en partageant les bonnes, si moi j'ai une maison qui est performante, j'ai pas de problème à ce que mon voisin ait aussi une maison performante. Tout le monde va gagner d'avoir une performance généralisée. Et évidemment, il faut valoriser l'innovation à travers la recherche, la sensibilisation, les actions en gestion de l'énergie et par des outils pédagogiques, etc., et des webinaires comme celui-ci. Alors, en résumé, il va nous rester 15 minutes, mais j'ai une dernière diapositive constant qui résume un petit peu et qui conclut. Il y a plusieurs enjeux aujourd'hui qui affectent encore le financement de l'efficacité énergétique. Ces enjeux, on les a mentionnés, éclatement de l'offre, non-prévisibilité de l'offre, et donc ça, c'est des enjeux. Deux orientations générales se dégagent. Là, j'avais 26, nous avions 26 pistes d'action, mais on peut résumer deux grandes orientations. Il faut davantage centraliser les initiatives soutenant l'efficacité énergétique et il faut axer davantage le financement sur les besoins des usagers et l'atteinte de résultats. Donc, il faut vraiment s'assurer de répondre aux besoins des usagers et s'assurer de mesurer l'atteinte des résultats. Et donc, ça, évidemment, doit venir avec tout ce qu'on a mentionné sur les données, la transparence et le cadre de vérification des données qui est là. Alors, ça conclut ce que je voulais vous dire. Vous pouvez encore une fois télécharger le rapport et les présentations des différentes personnes que j'ai mentionnées qui sont venues à notre conférence, enfin notre atelier le 2 mai, énergie.hec.ca, atelier, barre oblique atelier, trait d'union financement, trait d'union EE. Et nous avons différentes questions qui sont là. Alors, on a 5 questions qui sont rentrées. C'est des questions ou des commentaires. Donc, je vais les mentionner. N'hésitez pas à y aller. Il nous reste 15 minutes pour parler un petit peu. Ben, vous ne pouvez pas vraiment parler, mais Harold pourra me rejoindre s'il le souhaite, ou s'il y a des questions qui sont pertinentes, mais vous pouvez écrire. Donc, il y a des mécanismes. Caroline Sanchez-Valero nous dit qu'il y a des mécanismes de financement innovants. Il y a Multires du Fonds Climat du Grand Montréal. Donc, merci. Évidemment, on n'a pas mentionné tous les organismes. Éco-énergie 360, la Sofiac. Merci, Caroline, de nous avoir mentionné ça. Jasmine Bradet nous demande, avez-vous étudié des solutions sur comment dépolitiser les programmes et d'autres stratégies pour minimiser l'occurrence des cycles boom and bust des programmes? Alors, c'est un constat qui a été fait lors des ateliers. Évidemment, les solutions qui sont un peu mises de l'avant, c'est des organismes indépendants et guichets uniques qui est loin du gouvernement. On l'a, pour des raisons en fait qui me dépassent, c'est difficile à maintenir. Ces éléments-là, on a vu l'Agence d'efficacité énergétique, elle a existé pendant un certain temps, elle a été abolie. Transition énergétique Québec a existé pendant un certain temps, a été abolie. Euh, Pourquoi est-ce que le Québec, mais ce n'est pas spécifique au Québec, pourquoi beaucoup de provinces ou d'États ont la difficulté à mettre en place de telles agences indépendantes? C'est un peu mystérieux. Ceci dit, il y a quand même des pays qui réussissent, ou même des provinces qui réussissent à mettre certaines institutions de l'avant. Je ne sais pas, Harold, si... Oui, ben peut-être d'accord avec ce que tu mentionnes, Pierre-Olivier. Je veux quand même rassurer les gens que quand il y a des abolitions comme tech, tout ça, les expertises sont récupérées. Donc, il y a pas les programmes se poursuivent avec des financements qui peuvent varier d'une année à l'autre, mais les expertises qui étaient présentes dans ces organismes-là sont récupérées. Il y a pas, c'est pas une perte nette. Et
Ben, dépolitiser, c'est pas toujours facile non plus parce qu'on est à la merci de certains revenus. Donc, on essaie de financer à la hauteur de ce qu'on obtient comme financement. Je vais parler dans notre cas, nous, ce sont les revenus du marché du carbone. Ils peuvent varier d'une année à l'autre, d'une enchère à l'autre. Donc, on essaie d'adapter puis de maintenir les niveaux d'investissement à la hauteur que l'on a les années précédentes, mais il peut y avoir des ajustements qui sont à la fois tributaires de revenus différents, mais aussi d'orientation politique. On n'est pas à l'abri de ça. On fait les recommandations qu'il faut, mais il peut y avoir des orientations politiques qui changent au fil des années. Karl Maltais pose une question intéressante. Est-ce que nous avons des clés pour réduire l'opportunisme de la subvention, de l'opportunisme dans l'accès aux subventions, des gens donc, qui auraient fait des choix, mais qui bénéficient de la subvention sans que ça soit nécessaire? C'est une bonne question. C'est sûr que pour réduire l'opportunisme, il faut s'assurer de bien mesurer, de bien comprendre c'est quoi les gains à réaliser et de cadrer nos programmes pour s'assurer que c'est pas quelque chose qui est déjà rentable. Donc, si on avait déjà, si on comprend que c'est déjà rentable, eh bien, dans ce cas-là, évidemment, il ne faut pas donner la subvention. Et donc ça, c'est sûr qu'au niveau des programmes, au niveau des subventions qui sont accordées, il faut s'assurer de ne financer que ce qui n'est pas déjà rentable et ce qui devrait déjà être fait. Et ça, c'est la piste de solution, c'est vraiment dans la mesure et la qualité des données, des analyses qui peuvent être faites et du suivi qui est fait pour s'assurer qu'on aide vraiment des gens qui n'auraient pas fait l'effort d'efficacité énergétique plutôt que d'aider des gens qui l'auraient fait de toute façon. Une question ou un commentaire anonyme. Compte tenu du faible coût de l'énergie au Québec, ne croyez-vous pas que l'efficacité énergétique devrait plutôt passer par la productivité énergétique dans le secteur industriel? La situation géopolitique que nous vivons actuellement avec les États-Unis nous force à être plus performants afin d'être compétitifs. J'inclus les marchés internationaux. Euh, alors, oui, dans le secteur industriel, il y a des gains réalisés, mais dans les bâtiments, il y a aussi des gains à réaliser. Et même aujourd'hui, même avec les faibles coûts de l'énergie, il y a des gains à réaliser qui peuvent être réalisés. Je l'ai mentionné, puis ça, c'est quelque chose qui est observé, c'est que souvent, dans beaucoup d'entreprises, on veut des retours sur investissement de moins de 5 ans. Mais en efficacité énergétique, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ça prend 10 ou 15 ans d'y arriver. C'est rentable sur 10 ou 15 ans, mais pas en moins de 5 ans, avec les prix actuels. Alors, des fois, il s'agit juste de donner un support au financement pour que ça concorde avec l'entreprise ou le consommateur, et que c'est donc un support de financement qui vient permettre d'avoir le retour à court terme, mais qui permet quand même de faire l'action. Euh, et ce n'est pas que des grands industriels, c'est aussi des consommateurs à plus petite échelle. Et au niveau résidentiel, euh, il faut une réglementation qui nous amène à divulguer, à mieux connaître notre consommation, et il faut des incitatifs à le faire. Donc, je pense que tout le monde doit mettre l'épaule à la roue. Euh, c'est pas, c'est, Même si les industriels consomment, et les industries au Québec consomment beaucoup d'énergie, il y a des progrès à faire à ce niveau-là, mais il y a aussi des limites, et c'est pas seulement chez ces gens-là ou chez ces industries que les gains vont être réalisés. Une autre question anonyme, quel pays exemplaire pourrait inspirer le Québec en matière de transparence et d'ouverture des données? Bonne question. J'ai c'est souvent des réponses traditionnelles. Les pays nordiques pourraient être des bons exemples à suivre. Les États-Unis aussi, en fait, paradoxalement, et peut-être que ça va, ben, pas peut-être, c'est sûr que la situation ne va pas s'améliorer avec le président américain actuel, mais aux États-Unis, au niveau des États, on a beaucoup plus de données sur la consommation énergétique. euh, des secteurs industriels, des sous-secteurs industriels qu'on a au Canada. Donc, au niveau canadien, on est en retard par rapport aux États-Unis sur la qualité des données et la granularité des données. Donc, je dirais, et ça, en fait, avec Statistique Canada, à la chaire de gestion du secteur de l'énergie, on a déjà fait un rapport là-dessus sur la qualité des données énergétiques. Vous pouvez aller le chercher sur dans nos archives. Il date d'il y a 2 ou 3 ans, où on a fait un petit peu un aperçu des données énergétiques et on est en retard sur beaucoup de pays.
Je ne pense pas qu'il y ait des pays parfaits, mais il y a certainement des grandes améliorations. On n'est pas en avance au Canada et au Québec sur la transparence des données. Donc, il y aurait des éléments à faire. Kim Cornelissen dit, il me semble essentiel que le milieu rural soit partie intégrante de l'analyse de ces constats et recommandations, la réalité en étant fort différente des milieux urbains, étant pour le secteur résidentiel, commercial, institutionnel. Entre autres, la 11e recommandation qui va bien au-delà des clientèles vulnérables. Oui, en fait, à aucun moment dans ce que nous avons dit, on avait l'impression de ne s'adresser que au milieu urbain. C'était en tout cas dans ma tête des recommandations pour tout le monde. Il faut prendre en considération les situations particulières de chaque personne. Ça, je pense que je l'ai dit à quelques reprises. Autant des entreprises, des industries qui ont des situations particulières que des consommateurs résidentiels ou commerciaux. Il faut prendre leur situation particulière. Une chose qui malheureusement va devoir tomber à mon avis, puis ça n'a pas été mentionné, et on aime ce concept d'universalité des programmes. Tous les programmes de subvention sont universels, tout le monde y a accès. Or, peut-être que ce n'est pas la bonne approche. Peut-être que des gens comme moi qui ont des bons revenus et ne sont pas, je ne suis pas dans un ménage à faible revenu, peut-être que je ne devrais pas avoir accès à certaines subventions parce que justement, on ne devrait pas avoir des programmes universels qui permettent à des gens à revenus élevés d'avoir accès à des subventions et on devrait s'assurer que ces subventions-là, elles vont aider des gens qui en ont vraiment plus besoin que moi. Et je mentionne mon cas personnel parce que j'ai fait installer la géothermie chez moi et j'ai une subvention généreuse d'Hydro-Québec que je n'ai pas encore touchée, mais que j'espère toucher. Je remercie Hydro-Québec mais, pour la subvention à venir. Mais est-ce que c'est vraiment légitime de subventionner de la géothermie dans des ménages à revenus élevés? En fait, j'en bénéficie, mais j'en doute aussi que ça soit socialement justifié de faire ce genre de subvention. Donc, l'universalité des programmes pourrait être mise en cause, non pas parce que peut-être qu'il faut exclure certaines personnes, notamment, et on revient à la question d'opportunisme qui a été mentionnée un peu plus tôt par quelqu'un. Il y a beaucoup dans le secteur résidentiel, il y a beaucoup de ménages qui feraient des choses, mais hop, il y a la subvention. Alors, par opportunisme, ils prennent la subvention, mais ils auraient changé leur fenêtre de toute façon. Un autre spectateur anonyme dit, vous avez mentionné qu'il est nécessaire de maintenir les programmes en vigueur en permanence. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Cette stratégie semble aller à l'encontre des bonnes pratiques et en transformation de marché. Un programme, effectivement, est utile pour amener la majorité à un certain niveau, mais on ne veut pas des programmes qui soient éternels. Alors, il faut s'entendre. On veut effectivement, il ne faut pas des programmes éternels qui subventionnent sans être réévalués. Mais ce qu'il faut, c'est une prévisibilité quand on annonce un programme et qu'on a des objectifs qui sont pour les 10 prochaines années, il faut éviter que le programme soit annoncé comme pour 2 ans et que après 2 ans, la plus souvent, il est renouvelé. Il y a beaucoup de programmes qui sont renouvelés, mais il y a une période d'incertitude entre la fin du programme et l'annonce de son renouvellement, alors qu'on sait que l'intention, c'est de le renouveler. Et c'est ce manque de Mhm. continuité qui peut poser problème. Mais dans la question, vous avez absolument raison. Il faut évaluer les programmes et il faut évidemment abolir les programmes qui, après évaluation, ne sont pas assez performants et ne sont plus nécessaires, ou ont pu être performants, mais s'ils ne sont plus nécessaires, évidemment, il faut les abolir. Et cette analyse des programmes et de la performance des programmes est essentielle, mais il faut aussi une prévisibilité. Et cette prévisibilité-là, évidemment, elle ne doit pas impliquer qu'on rende éternel des programmes qui ne devraient plus l'être. Peut-être, j'ajouterais, Pierre-Olivier, qu'effectivement, comme tu l'as mentionné, là, les programmes habituellement là, ont une durée de vie de 3 ans. Ils doivent être renouvelés au terme de 3 ans. Il y a une période qui peut arriver occasionnellement d'avoir une période de euh, latente entre la fin d'un programme et son renouvellement. Il faut travailler là-dessus. Ceci étant dit, chaque programme fait l'objet d'une évaluation, d'une appréciation des résultats. Puis quand il y a un renouvellement, souvent, il va y avoir des ajustements qui vont être apportés aux modalités du programme pour les adapter au goût de l'heure, à la tendance de l'heure. Une autre question anonyme. Avez-vous exploré d'avoir des diagnostics obligatoires, genre mini-études subventionnées par le MELCC-FP ou le MEIE ou Investissement Québec pour démarrer le cercle vertueux qui mènerait à terme à des économies d'énergie?
beaucoup d'industries ne savent pas à quel point elles peuvent bénéficier de l'efficacité énergétique. Alors, c'est un très bon point. C'est ce que je disais un peu. Il faut forcer les consommateurs à mieux se connaître eux-mêmes pour pouvoir découvrir leurs propres gisements. Et ça se fait déjà. Il y a déjà certains programmes qui permettent de faire des diagnostics énergétiques ou des analyses de performance. Il faudrait, je crois, je serais d'accord avec ça, de forcer davantage et que des subventions peuvent être données pour faire des diagnostics énergétiques. Je ne sais pas si Harold a... Ben, j'en prends note. Je ne connais pas la portée de tous les programmes, mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont effectivement des diagnostics qui sont offerts. Est-ce que ça devrait être systématique? C'est peut-être quelque chose qu'il faut prendre en considération. François Bédard demande si on a déjà fait une étude sur la valeur financière et son impact foncier pour le municipal d'un bâtiment une fois toutes les mesures en efficacité énergétique bien intégrées dans les opérations du bâtiment. Alors, très bon point, et c'est important pour valoriser les bâtiments performants. Comment est-ce que sa valeur foncière évolue par la suite? Je sais qu'il y a une certaine littérature là-dessus, et je suis impliqué dans un projet qui regarde ça, mais je n'ai pas en tête vu d'études, et nous, on n'a certainement pas fait d'études qui montrent justement quel est le bénéfice direct qui peut être mesurable sur la valeur foncière des bâtiments énergétiques performant d'un point de vue énergétique. C'est certain que ça serait important de le faire pour montrer la plus-value d'avoir des bâtiments performants. Euh, il est midi et je propose de nous arrêter ici. On est arrivé presque au bout des questions. Je vous remercie à tous d'avoir participé en grand nombre. On était jusqu'à 150 personnes à participer au webinaire. Donc merci beaucoup Harold de ta participation et à une prochaine fois pour un prochain webinaire. Au Ben, revoir. merci de l'invitation, Pierre-Olivier. Bonne journée, au revoir.